C'est comme un piège à scientifiques. Ça l'est certainement. Exemple concret, voilà le commandant de la station spatiale, Chris Hadfield. Ce n'est pas turbulent. Non, c'est en grande partie un écoulement laminaire. Quelqu'un a dit écoulement laminaire. Si vous ne le saviez pas, Destin de Smarter Everyday adore l'écoulement laminaire, où toutes les particules du fluide se déplacent parallèlement les unes aux autres en couches organisées ou laminaires. Regarde ça, ça a fait une bulle. Là où je vis, les gens baissent la vitre de leur voiture quand ils me voient dans la rue et ils me crient « L'écoulement turbulent est meilleur ». Ça arrive à Huntsville, ouais. Voici mon argument pour toi, Destin. C'est que l'écoulement laminaire est plus facile à aimer. D'accord. Mais l'écoulement turbulent, si tu fais cet effort, est en fait plus impressionnant. Non. L'écoulement turbulent n'est pas meilleur que le laminaire. Il est impressionnant, mais il n'est pas meilleur que l'écoulement laminaire. Puis-je juste dire, je comprends d'où vient Destin. Je veux dire, l'écoulement laminaire est joli et bien ordonné. Pendant ce temps, l'écoulement turbulent est un désordre à plus d'un titre. Je veux dire, il n'existe même pas de définition universellement acceptée de l'écoulement turbulent. On le reconnaît quand on le voit. Donc voilà le truc avec la turbulence, on la reconnaît quand on la voit. Exactement, ouais. Alors, au lieu d'une définition formelle, dans cette vidéo, nous allons établir une liste de caractéristiques de l'écoulement turbulent pour que vous le reconnaissiez quand vous le voyez. Et la première caractéristique de l'écoulement turbulent est qu'il est imprévisible. C'est ça, l'écoulement turbulent est désordonné, il est imprévisible. Il est littéralement, par définition, chaotique, ce qui veut dire qu'il dépend de manière sensible des conditions initiales. Donc si vous changez quelque chose quelque part dans le fluide, eh bien ça change complètement l'état final. Et cela signifie que vous ne pouvez pas faire de prédiction avec l'écoulement turbulent. Tout ce que vous pouvez faire, c'est en parler statistiquement. Je veux dire, il y a les équations de Navier-Stokes, censées régir tout écoulement de fluide, y compris la turbulence, mais elles sont notoirement difficiles à résoudre. En fait, il existe un prix d'1 million de dollars pour quiconque peut même progresser vers une meilleure compréhension de ces équations qui expliqueraient la turbulence. Donc oui, je comprends. La turbulence est un désordre. L'écoulement laminaire est facile à aimer. C'est comme la reine du bal, tandis que l'écoulement turbulent est un vilain petit canard. Mais dans cette vidéo, je veux transformer ce vilain petit canard en un beau cygne. Je veux que vous voyiez que si vous faites l'effort, l'amour que vous pouvez avoir pour l'écoulement turbulent est tellement plus profond et plus riche que cette amourette superficielle que vous avez avec le laminaire. Vous regardez le mouvement de l'air dans une pièce, qui est généralement turbulent. Physics Girl et ses amis ont imagé une coupe d'air en utilisant une machine à fumer et une nappe laser. L'une des caractéristiques définissant l'écoulement turbulent est qu'il se compose de nombreux tourbillons de fluides qui interagissent, appelés aussi tourbillons ou vortex. Ces tourbillons couvrent une vaste gamme de tailles. Dans le cas de l'air dans une pièce, de l'échelle du micromètre jusqu'à des mètres de diamètre. Pouvez-vous penser à un autre phénomène physique qui présente des structures sur une telle gamme d'échelles? Mais la turbulence peut être bien plus grande. La surface du Soleil est turbulente car le plasma chaud remonte à la surface dans d'énormes courants de convection. Les structures en forme de cellules ici sont à peu près de la taille du Texas. Encore plus grands sont les tourbillons turbulents sur Jupiter. La grande tache rouge est un vortex plus grand que la Terre. Le reste de la planète est couvert de tourbillons de toute taille, jusqu'aux limites de ce que nos sondes spatiales en orbite peuvent mesurer. Même la poussière entre les étoiles est en mouvement turbulent. Cela fait scintiller les sources radio de la même manière que la turbulence de notre atmosphère fait scintiller les étoiles. Un exemple saisissant de cette poussière turbulente est la nébuleuse d'Orion, large de 24 années-lumière. La turbulence est cosmique. En revanche, l'écoulement laminaire doit être petit. Cela a été démontré expérimentalement en 1883. Osborne Reynolds a fait passer de l'eau dans un tube en verre à différents débits et pour visualiser l'écoulement, il a introduit un filet de colorant au centre du tube. Il a constaté qu'à faible débit, le colorant restait en un jet stable, écoulement laminaire. Mais à mesure que le débit augmentait, le colorant commençait à osciller d'un côté à l'autre
Et au-delà d'un certain point critique, le colorant se diffusait complètement dans le tube. C'était l'écoulement turbulent. Reynolds avait observé une autre caractéristique essentielle de la turbulence. Elle est diffusive, ce qui signifie qu'elle mélange les choses. Les écoulements turbulents provoquent la dispersion non seulement du colorant, mais aussi de la chaleur ou de la quantité de mouvement. Tout cela est réparti dans le fluide. Reynolds a découvert que la transition vers la turbulence ne dépendait pas seulement du débit. La turbulence se produisait plus facilement dans des tubes plus larges, mais moins facilement avec des fluides plus visqueux, comme le miel. Il a calculé une grandeur sans dimension, maintenant appelée le nombre de Reynolds, égale à la vitesse du fluide multipliée par la longueur caractéristique, disons le diamètre du tube, divisé par la viscosité cinématique du fluide, que vous pouvez considérer comme une mesure de sa friction interne. Des nombres de Reynolds élevés entraînent un écoulement turbulent. Regardez la fumée qui monte d'une flamme de bougie. Au début, c'est laminaire, mais les gaz chauds accélèrent en montant. Et une fois que le nombre de Reynolds devient trop grand, la fumée passe en turbulence. Ainsi, l'écoulement laminaire ne se produit qu'à de faibles nombres de Reynolds, ce qui signifie qu'il est limité à de faibles vitesses, de petite taille ou à des fluides visqueux. Voilà pourquoi, dans notre vie quotidienne, la plupart des écoulements de fluides sont turbulents. La turbulence est la règle, le laminaire est l'exception. L'air qui entre et sort de vos poumons est turbulent, le sang pompé dans votre aorte est turbulent, l'atmosphère près de la surface de la Terre est turbulente, tout comme l'air qui circule dans et autour des nuages cumulus et cumulonimbus. En fait, les modèles montrent que l'écoulement turbulent joue un rôle essentiel dans la formation des gouttes de pluie. La turbulence fait littéralement pleuvoir. Je vais créer de la turbulence dans ce fluide rhéoscopique. Rhéoscopique signifie simplement qu'il rend visible les courants, et il le fait grâce à de minuscules particules en suspension dans l'eau. Mais ce que vous remarquez si vous observez cet écoulement turbulent, c'est qu'il s'atténue progressivement. Et c'est parce qu'une autre caractéristique de la turbulence est qu'elle est dissipative. C'est-à-dire qu'elle absorbe l'énergie aux plus grandes échelles, dans ces grands tourbillons, puis cette énergie est transférée à des tourbillons de plus en plus petits, jusqu'à ce qu'aux plus petites échelles, cette énergie soit dissipée dans le fluide sous forme de chaleur. Ainsi, pour maintenir la turbulence, il faut une source constante d'énergie, quelque chose qui continue de générer ces grands tourbillons. C'est pourquoi nous pensons souvent à la turbulence autour des objets qui se déplacent dans un fluide, comme les avions, les voitures ou les bateaux. Donc je veux réfléchir à l'interface entre un objet et le fluide. Imaginez un fluide s'écoulant sur une surface plane. Loin de la surface, le fluide n'est pas affecté. Il continue de se déplacer à ce que nous appelons sa vitesse de courant libre. Mais juste à la surface, en raison de la friction et de l'adhésion, les molécules du fluide sont effectivement collées à la surface, leur vitesse est nulle. Le fluide adjacent ne peut s'écouler que lentement à cause de la friction avec cette couche stationnaire. Avec l'augmentation de la distance à la surface, la vitesse du fluide augmente de 0 jusqu'à atteindre la vitesse de courant libre. Et cette région d'ajustement de vitesse est appelée une couche limite. Dans ce cas, c'est une couche limite laminaire. Pour former cette couche limite, la surface applique une force sur le fluide. Cela signifie que le fluide applique une force égale et opposée sur la surface, et c'est ce qu'on appelle la friction de peau. Maintenant, si la vitesse du fluide est particulièrement élevée, ou si la surface est longue, la couche limite va croître et finir par passer en turbulence. Dans une couche limite turbulente, le fluide tourbillonne et se mélange, amenant du fluide plus rapide plus près de la surface. Et cela augmente la friction de peau. Ainsi, les couches limites turbulentes entraînent beaucoup plus de traînées que les laminaires. Et les couches limites autour des avions et des grands navires sont principalement turbulentes. Et le frottement de surface représente la majorité de la traînée qu'ils subissent. Pour aggraver les choses, les couches limites laminaires peuvent être transformées en turbulentes par de petits obstacles ou des surfaces rugueuses. En pratique, cela signifie que des surfaces propres et lisses peuvent réduire considérablement la traînée, économisant ainsi du carburant. Si votre voiture est vraiment sale, elle consommera probablement plus d'essence que si elle était propre. C'est ce que les Mythbusters ont découvert en le testant. Cela explique aussi pourquoi les avions sont fréquemment lavés. Donc quand vous pensez aux avions, j'imagine qu'ils sont construits aussi lisses que possible.
Je pense à la scène dans Aviator où Léo dit qu'il veut que tous les rivets soient rasés à fleurs. Et vous pouvez le voir sur cet avion, toutes ces vis sont encastrées dans l'aile pour rendre la surface la plus lisse possible. Puis vous regardez ici et il y a ces arêtes qui dépassent de l'avion, ce qui ne semble pas avoir de sens. Je veux dire, pourquoi ajouter de la rugosité à la surface de l'aile ? La réponse est en fait d'induire de la turbulence dans l'écoulement de l'air au-dessus de l'aile. En vol de croisière, l'air suit en douceur la courbure de l'aile, mais à basse vitesse ou à angle d'attaque plus élevé, l'écoulement peut se séparer. On peut le voir comme un manque d'énergie pour suivre la courbure de l'aile. Cela conduit à une condition appelée décrochage qui diminue fortement la portance. Ici, vous pouvez voir l'écoulement grâce à des fils collés sur l'aile. Et à mesure que l'avion ralentit, l'écoulement se sépare et les fils s'agitent dans tous les sens. Cet avion a décroché. La façon de retarder la séparation de l'écoulement et le décrochage est d'ajouter de petites ailettes sur l'aile appelées générateurs de vortex. Ce que font ces générateurs de vortex, c'est qu'ils provoquent de la turbulence qui mélange l'air plus rapide et plus haut avec l'air proche de la surface. Ainsi, vous donnez de l'énergie à l'écoulement fluide lorsqu'il passe au-dessus de l'aile. Et comme cet écoulement a plus d'énergie, il peut suivre la surface de l'aile plus longtemps. Cela signifie que l'écoulement reste attaché. Et si l'écoulement est attaché sur l'aile, alors vous pouvez maintenir la portance. Donc, dans le cas des avions, vous avez en réalité besoin de turbulence et vous en induisez davantage sur l'aile pour voler efficacement, grimper à des angles d'attaque plus élevés. Un principe similaire est à l'œuvre avec les balles de golf. Les Écossais ont découvert la turbulence à leurs dépens, car ils ont commencé à jouer avec une balle de golf très lisse et elle ne volait pas aussi loin qu'une fois éraflée et abîmée. On peut le voir en observant l'écoulement de l'air en soufflerie. Avec une balle lisse, l'air forme une couche limite laminaire sur sa surface. Cela entraîne un faible frottement de surface, ce qui est bien, mais cela signifie aussi que l'écoulement se sépare facilement, laissant derrière la balle un large sillage d'air turbulent à basse pression. Et cela entraîne une autre forme de traînée. Est-ce une traînée due à une différence de pression ? Exactement, c'est une traînée de pression. Donc la couche limite elle-même a une traînée de frottement et si elle se sépare, il y a une traînée de pression. Et si vous forcez cette couche limite à devenir turbulente, donc avec de la boue, de la rugosité ou des marques sur la balle, alors une couche limite turbulente peut aller plus loin autour de la balle avant de se séparer, réduisant ainsi le sillage et la traînée de pression. Donc en réduisant la traînée de pression plus que vous n'augmentez la traînée de frottement, C'est ça. la balle de golf va plus loin. Oui, Les golfeurs ont commencé à graver des rainures dans leurs balles avant que l'aérodynamique de ce phénomène ne soit comprise. Et depuis, on a découvert que les alvéoles fonctionnent le mieux pour créer une couche limite turbulente. les alvéoles sont très peu profondes par rapport au diamètre de la balle de golf, mais elles ont un effet énorme. De quel genre d'effet parle-t-on ? En regardant la traînée, ce que l'on appelle le coefficient de traînée, on voit une énorme chute, presque d'un facteur 2, quand la couche limite devient turbulente. Donc avoir une couche limite turbulente réduit la taille du sillage turbulent. Mais les sillages turbulents eux-mêmes sont intéressants et les scientifiques cherchent des moyens d'exploiter l'énergie qu'ils contiennent. Il y a beaucoup d'eau ici. Je suis allé à Caltech pour voir cette expérience où l'eau s'écoule autour d'un cylindre et passe à la turbulence dans son sillage. L'écoulement est visualisé ici à l'aide d'un colorant fluorescent. Vous pouvez voir comment, dans les bonnes conditions, des tourbillons sont détachés d'un côté du cylindre, puis de l'autre, en alternance dans un schéma régulier. Ceci est connu sous le nom de décrochage périodique de vortex, et le motif créé en aval est appelé une allée de tourbillons de von Karman. Ces motifs apparaissent partout, le plus spectaculairement dans des images prises depuis l'espace. À cette échelle, une île agit comme l'obstacle qui crée le décrochage périodique de vortex, et l'allée de tourbillons est rendue visible par les motifs dans les nuages. Ces motifs peuvent même être vus depuis le sol. Évidemment, ce phénomène n'est pas strictement turbulent car il suit un schéma prévisible, mais il fait partie de la transition vers la turbulence. Et ces scientifiques cherchent des moyens d'exploiter l'énergie de ces structures tourbillonnaires. Une expérience a montré que si l'on place un poisson mort dans le sillage d'un objet, il remontera effectivement le courant.
Cela suggère que les poissons peuvent profiter de l'eau turbulente pour nager plus efficacement. C'est juste une des façons dont les animaux se sont adaptés à vivre dans un monde turbulent. Donc pour résumer, la turbulence est partout. Elle est en vous, autour de vous, des plus petites échelles jusqu'aux plus grandes structures de l'univers. Et elle est utile pour faire voler des avions, former des gouttes de pluie, faire voler les balles de golf plus loin et aider les poissons, morts ou vivants, à nager à contre-courant. En revanche, l'écoulement laminaire est petit, superficiel, c'est un jouet. C'est pourquoi son usage le plus notable est dans les fontaines décoratives. Il séduit votre désir d'ordre, mais le monde, comme la turbulence, est désordonné. C'est pourquoi je préfère personnellement la richesse, l'imprévisibilité de l'écoulement turbulent. Non, mais l'écoulement turbulent a aussi sa place. En fait, j'étudie l'écoulement turbulent pour mes études. Comme j'étudie l'écoulement turbulent dans les tuyères de fusée, c'est une chose réelle. Donc tu triches un peu avec l'écoulement laminaire. Non. Oui. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Tu ne me feras pas dire que l'écoulement turbulent n'est pas génial et pas magnifique. Tu ne me feras pas dire ça. Alors je vais céder et je suis d'accord avec toi. L'écoulement turbulent est génial, je suis d'accord. Très bien, très bien. Bon. C'est juste que ce n'est pas aussi génial que l'écoulement laminaire, soyons honnêtes. Alors ici, j'ai une lingette pour bébé, un essuie-tout et une lingette jetable Cottonelle. Et je vais plonger ces trois-là dans l'aquarium pendant 30 minutes, puis tester leur résistance. Les lingettes jetables sont devenues très importantes pour moi il y a quelques années quand l'égout principal de mon immeuble a refoulé dans mon condo et inondé tout le rez-de-chaussée. La raison était que mon voisin jetait des lingettes pour bébé dans les toilettes et ça a bouché tout le système. C'était vraiment horrible, mais en fait c'est quelque chose que beaucoup de gens font. Une étude de 2016 a révélé qu'aux États-Unis, 60 millions de lingettes pour bébés sont achetées chaque année, et 7 millions d'entre elles finissent jetées dans les toilettes. En fait, quand ils ont regardé dans le système d'égout de New York, ils ont découvert que 38% de ce qu'on y trouve sont en réalité ces lingettes pour bébés. Pendant ce temps, 14 millions de lingettes jetables sont achetées chaque année et jetées dans les toilettes, mais elles ne représentent que 2% de ce qu'on trouve dans les égouts. Donc je pense qu'il est très important que tout ce que vous jetez dans les toilettes puisse se désagréger afin de ne pas tout boucher. Voilà, 30 minutes se sont écoulées et il est temps de tester la résistance de ces trois lingettes. Donc je vais tester leur résistance avec un rouleau de pièces. Allons-y, sur la lingette pour bébé. Elle supporte encore le poids. Qu'en est-il de l'essuie-tout? Il supporte encore le poids. Et la lingette jetable Cottonelle, ah, elle a cédé, voilà ce qui rend la lingette jetable Cottonelle vraiment jetable. Elle commence immédiatement à se désagréger après la chasse d'eau,